Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence au 6e webinaire organisé par le cabinet Hugues Lepage Avocat. Nous essayons de réfléchir avec nos intervenants de très grande qualité, et vous pourrez juger encore de leur qualité ce matin, à la manière dont le droit peut aider à promouvoir l'adaptation et la résilience dans nos sociétés, le Covid-19 étant évidemment un exercice grandeur nature, mais malheureusement, au cours des années qui viennent, ce ne sera pas le seul cas dans lequel nous aurons à faire preuve de résilience. Alors, j'ai le plaisir ce matin d'accueillir Julien Allaire, que vous voyez, qui est directeur international de la société Transitech, qui est une société de conseil, et qui a fait un doctorat sur la mobilité urbaine et la pollution. Et puis, mon ami Carlos Moreno, malheureusement que vous ne voyez pas parce que on a un problème de caméra, mais il vous entend et vous aurez le bonheur de l'entendre, qui est directeur scientifique, professeur à la Sorbonne, titulaire de la chaire ETI. Voilà, donc pour parler ce matin de cette question centrale du transport, je me permettrai quelques mots d'introduction d'ordre un peu juridique sur le sujet avant de leur passer la parole. Alors, le sujet, il est essentiel parce que la question du transport, elle est au cœur d'une quantité de problématiques. La problématique climatique, on aura l'occasion d'y revenir parce que, bien entendu, sous de très nombreuses phases, que ce soit le transport de marchandises, le transport de voyageurs, les transports dans les villes, le transport a une part majeure dans les émissions de gaz à effet de serre, tout au moins sous la forme thermique que nous connaissons aujourd'hui. Deuxième thématique très importante, la question de la pollution de l'air, que tous trois nous connaissons fort bien pour des raisons diverses et variées. Pollution de l'air qui, dans le contexte actuel, revêt une importance toute particulière, non d'abord parce que certains polluants ont considérablement diminué, les dioxydes d'azote, les NOx, les HAP, les composés organiques volatiles, mais il y en a d'autres, par contre, qui diminuent très peu ou pas du tout. C'est les particules fines et les études sont de plus en plus nombreuses pour envisager un lien entre ces particules fines et la sensibilité ou le nombre de cas au Covid-19. Le transport, c'est aussi toute la question de l'aménagement des villes et de l'aménagement des territoires. Alors, on ne pourra pas bien sûr traiter tous ces sujets ce matin, mais la question ville va être au cœur du débat. Et puis, bien sûr, toute la question de l'organisation de la chaîne logistique et du transport de marchandises, que nous n'aborderons pas ce matin, mais qui fait bien entendu intégralement partie du sujet. Nous avons une loi nouvelle. En France, on est excellent pour fabriquer les lois, pour les appliquer, c'est parfois une autre paire de manches. La loi de l'homme, donc, qui est une loi du 24 décembre 2019, qui ne compte pas moins de 198 pages au journal officiel, une paille, et qui traite de très nombreux sujets. Elle traite de très nombreux sujets qui sont tout à fait en dehors du champ de nos réflexions de ce matin, sur par exemple l'organisation territoriale, qui va être l'organisateur des transports, donc avec un accent mis sur la région, les métropoles et la création d'autorités de mobilité régionale ou locale. Mais d'autres sujets sur la SNCF, sur la RATP, sur le transport de marchandises dont je ne parlerai pas, mais par contre 2 ou 3 points sur lesquels je voudrais insister. D'abord, la reconnaissance d'un droit à la mobilité ou aux mobilités, avec l'encouragement des mobilités douces et en particulier la reconnaissance de la mobilité active et le plan vélo, l'idée d'une mobilité partagée qui est de plus en plus encouragée, l'idée de véhicules plus propres, ce n'est pas un scoop, c'est une nécessité, mais la loi est très prolixe sur le sujet des véhicules autonomes, des véhicules propres, même si on peut regretter que l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2030 ne figure pas dans la loi, et le développement des véhicules connectés. On voit aussi dans la loi la prise en compte des pollutions et nuisances, avec une part non négligeable faite à la prise en compte du bruit, qui est un phénomène récurrent et finalement qui est toujours le parent pauvre des politiques publiques de lutte contre pollution et nuisances, et la création
des zones de faible émission, qui est en rapport bien sûr avec l'incapacité de notre pays de se mettre en règle avec l'Union européenne en ce qui concerne les dioxydes d'azote et les particules fines. Ces zones de faible émission devant être mises en place avant la fin de l'année. Donc c'est quelque chose de très important. On voit aussi dans la loi la transformation des plans de déplacement urbain que j'avais fait voter dans la loi sur l'air en 1996 en plans de mobilité, avec des plans de mobilité simplifiés et des plans de mobilité plus généraux. Mais la question centrale à mes yeux du rapport entre urbanisme et mobilité, qui est premier? Autrement dit, quand on monte une grande opération d'urbanisme, est-ce qu'on commence par voir comment on va la desservir ou est-ce qu'on commence par construire et on voit après? Eh bien, je m'étais beaucoup battue en 1996 pour inverser l'ordre des facteurs, j'ai perdu. J'observe que la loi sur les mobilités ne fait pas beaucoup mieux, puisqu'elle ne prévoit qu'un avis, qui n'est même pas conforme, de l'autorité de mobilité lorsqu'il y a des constructions de collectifs de plus de 200 habitants. C'est-à-dire qu'on va continuer business as usual, à construire des grands centres sans se préoccuper d'abord et avant tout de savoir comment ils seront desservis. Voilà, je terminerai en disant que c'est une approche qui est très technique, qui est très planificatrice. Les mots de résilience et d'adaptation ne figurent pas dans l'article 1er de la loi qui fixe les objectifs de cette mobilité. Et le sujet est pourtant tout à fait central. Alors certes, il y a des outils de l'adaptation et de la résilience, mais l'objectif même qui consiste à rendre les villes résilientes à la fois au dérèglement climatique, à des phénomènes épidémiques comme on le voit aujourd'hui, qui vise à un bien-être urbain, et je pense que nos deux prestigieux invités vont vous en parler, tout cela n'est pas au cœur des préoccupations. C'est-à-dire qu'on a toujours une vision extrêmement technocratique, me semble-t-il, du sujet, et donc là aussi, il faudra que le droit fasse preuve d'imagination, et peut-être la jurisprudence sert-elle à ça, pour précisément aider les maires MAIRES, qui veulent aller plus loin, ou les présidents de région qui veulent aller plus loin, à pouvoir effectivement le faire dans de bonnes conditions et de pouvoir tirer tous les outils qui figurent dans la loi pour aller beaucoup plus loin. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation et je passe donc la parole sans plus tarder à notre premier conférencier que j'accueille avec reconnaissance, Julien Allaire. Vous avez la parole. Merci Madame Lepage. Merci, c'est vaste sujet à traiter en 10 minutes. Je vais juste m'employer à faire une introduction par rapport à cette question de résilience pour une discussion en ligne après l'intervention de Carlos Moreno. La première chose, en effet, la question de cette articulation entre les modes de transport et la construction de la ville est centrale en fait. Et pour parler de résilience, il me semble nécessaire d'aborder les sujets sur une vision de long terme et bien avoir à l'esprit cette interdépendance entre mode de transport et développement urbain. Au Moyen-Âge, les villes étaient construites autour de la marche à pied et on voit bien les centres urbains européens tels qu'ils sont bâtis. Au XIXe siècle, le train a structuré un développement de la ville. Et puis, au XXe siècle, particulièrement dans sa deuxième moitié, la voiture a été l'outil central d'expansion de la ville, de dilatation de la ville, j'aurais presque envie de dire, en donnant accès à des nouvelles ressources foncières et puis en élargissant complètement le périmètre des aires urbaines. Finalement, la limite de la ville, elle est plus temporelle. Il y a un chercheur dans les années 70 qui montrait que, quel que soit le niveau de développement des villes, quel que soit le niveau de développement des modes de transport, en moyenne, dans les agglomérations, on consacre 1h20 par jour et par personne à se déplacer. Et ça donne un petit peu ce périmètre
finalement 1h20 en moyenne par personne, qui correspond à finalement ce que représentent les flux quotidiens. Alors, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, on a vu partout dans les villes qui se développaient, qui s'industrialisaient, s'étendre les villes, un étalement urbain qui a été à la fois une baisse de densité, mais également une baisse de mixité. On y reviendra, j'en suis sûr, avec Carlos Moreno, et qui a entraîné une croissance très forte du nombre de kilomètres parcourus, que ce soit par les ménages, mais aussi dans la chaîne logistique, etc. Et puis, les aménagements se sont faits vraiment centrés pour répondre aux besoins des déplacements en automobile. On en a oublié, en effet, à la fin du XXe siècle, et c'est encore le cas dans beaucoup de pays dans le monde, le fait que la marche à pied était un mode de transport, un mode de déplacement à part entière. Les conséquences, on les connaît bien, une dépendance des villes à l'automobile, une dépendance au pétrole également, une croissance des émissions de polluants, vous en avez parlé, une croissance des émissions de gaz à effet de serre, 2 chiffres pour vraiment l'évoquer. Le transport, c'est dans le monde 1/4 des émissions de gaz à effet de serre anthropiques. En France, c'est 1/3. Et la mobilité urbaine représente environ 1/3 de ce secteur des transports. Donc, en gros, 15% des émissions en France sont liées au déplacement quotidien. Et cela ne compte que les émissions qui sortent des pots d'échappement des véhicules, mais pas du tout la construction des infrastructures de transport ou même la construction des véhicules. Ce qui veut dire que la part finalement de la filière mobilité, si je puis dire, est beaucoup plus importante que ce que l'on voit dans les chiffres. Alors, quand on parle de résilience en matière de mobilité urbaine, on est à la fois confronté à un schéma où il y a des infrastructures lourdes et un ancrage dans une histoire de long terme que j'évoquais, et puis en même temps une somme de choix individuels qui sont d'un certain côté très routiniers, très quotidiens, et qu'on mesure dans un bureau d'études comme Transitech régulièrement. Une mesure un jour, finalement, semble présenter la mobilité annuelle, voire sur plusieurs années. Les comptages évoluent finalement pas énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que parler de résilience, on a du mal à voir quelle est la part dans le comportement des ménages de ce qui est vraiment susceptible de changer profondément ou pas. Et l'épisode que nous connaissons actuellement de confinement et de déconfinement, ces 2 épisodes vont sûrement amener beaucoup de potentiel à une vision de résilience de la mobilité urbaine. Jusqu'à présent, quand on pensait résilience, on pensait avant tout par rapport à un choc pétrolier, à une augmentation forte des prix de l'énergie. Le transport est le premier secteur consommateur de pétrole et des augmentations des prix de l'énergie ont généralement montré un changement de mode de transport, une évolution sur la consommation des véhicules et puis des choix des ménages qui pouvaient se faire différemment. Mais finalement, si on parle de résilience dans une perspective d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir, les solutions qui sont proposées sont partout finalement dans le monde, je dirais, des solutions qui préconisent de mettre en place un système multimodal. Les experts internationaux détaillent ce type de politique publique en 3 piliers. D'abord, alors en anglais, on appelle ça Avoid, Shift, Improve. Avoid, c'est-à-dire éviter un maximum de kilomètres parcourus. Shift, c'est favoriser du report modal. Improve, c'est améliorer l'efficacité énergétique des véhicules particulièrement, mais pas que l'efficacité énergétique, de réduire toutes les externalités associées au déplacement quotidien. Alors, mettre en place une politique d'éviter des modes de déplacement, c'est en effet de l'articulation transport-urbanisme, c'est majeur, et cela se fait avant tout en structurant les villes autour des modes de transport collectif, autour des transports collectifs de masse particulièrement, et en
offrant des aménagements adaptés aux modes actifs. C'est aussi favoriser de la mixité, d'avoir des villes polycentriques et d'éviter finalement des flux de navetteurs domicile-travail entre la périphérie et le centre-ville qui engorgent les voies pénétrantes. Le shift, reporter les modes de déplacement, alors c'est évidemment depuis la voiture jusqu'au transport collectif et aux modes actifs et à la voiture partagée. Vous savez qu'en France, en moyenne, il y a une personne, 3 par véhicule, pardon, ce qui est un peu une aberration étant donné le poids de ces véhicules utilisés. Et puis, l'amélioration improve, l'amélioration de l'efficacité des déplacements des véhicules. On est là vraiment dans une réduction des émissions de CO2 par véhicule, des évolutions technologiques, des évolutions dans la gestion de la circulation, etc. Des solutions qui sont préconisées souvent avec une vision techniciste de promotion de la voiture électrique ou du véhicule autonome. Mais à mon sens, dans ces 3 piliers, il faut voir un peu la même logique que le triptyque pour la question des déchets, les 3 R, réduire, réemployer, recycler. C'est que la première chose sur laquelle agir, c'est bien de réduire le nombre de déplacements, le nombre de kilomètres parcourus, ensuite de faire du report modal et enfin de l'amélioration énergétique pour pouvoir avoir un impact le plus fort possible à long terme. Une petite référence, en fait, le système de transport urbain actuel en France et dans le monde, basé sur des automobiles avec un peu plus d'une personne dedans, est extrêmement inefficace énergétiquement. Et le scénario Négawatt considère que finalement, en développant des alternatives, voitures partagées, transport collectif, modes actifs, aménagement urbain et innovation technologique, véhicules électriques ou avec biogaz, on pourrait diviser par 20 les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité urbaine en France. Alors, comment le droit peut être un atout là-dedans? Nous avons fait une étude récemment en Afrique pour justement voir comment ce type de scénario pouvait être mis en place. Et nous avons rajouté un pilier à ce triptyque en mettant en avant tout l'enjeu qu'on a appelé en anglais enable, de favoriser la mise en place de ce type de politique. Et pour ça, il s'agit avant tout de mettre en place un cadre législatif et réglementaire, des institutions, disposer des ressources financières qui peuvent permettre ensuite de déployer une politique de mobilité urbaine soutenable. En France, le pays a connu depuis 82 et la loi sur le transport intérieur et la décentralisation, 96, la loi LOR que vous avez évoquée, qui ont rendu les PDU obligatoires pour les grandes villes, la loi SRU en 2000 qui les a fait évoluer, qui a amélioré le potentiel d'action pour les autorités organisatrices de mobilité. Les lois Grenelle, la loi Grenelle ensuite en 2010, qui a favorisé l'articulation entre documents de planification urbaine et PDU, puis la loi NOTRe en 2015 et la loi LOM arrive un petit peu dans cette amélioration qui a permis toujours, il faut le reconnaître, de redonner un maximum de compétences aux autorités organisatrices de la mobilité, puisqu'elles s'appellent ainsi maintenant, mais avec toujours ce sujet de la ville qui s'étale et un territoire qui est de plus en plus difficile à gouverner pour les métropoles, et donc un besoin de faire appel en même temps à une organisation territoriale, régionale, etc. Parce que dans cette évolution, les PDU, s'ils ont permis pour la première génération de développer des infrastructures de transport collectif lourdes, métro, tramway, dans la deuxième génération, ils ont plutôt favorisé cette articulation transport-urbanisme dans les villes les plus en pointe, et puis en essayant d'un peu plus maîtriser l'intermodalité et d'agir sur la demande de déplacement. La troisième génération est plus ambitieuse, aussi parce qu'il y a eu une évolution des textes,
et met beaucoup l'accent sur le vélo, notamment parce que le développement du transport collectif dans des villes finalement relativement peu denses, en tout cas pour la périphérie, est extrêmement coûteux pour les collectivités locales. Et dans les années 2000, le vélo a été finalement au secours des politiques de mobilité du fait du coût du transport collectif pour les autorités organisatrices de mobilité. Alors, juste pour terminer et pour laisser la parole à Carlos Moreno, l'impact du Covid ouvre beaucoup de perspectives. La première, c'est l'impact du télétravail sur la mobilité, à quel point finalement, en se déplaçant moins, on peut vraiment réduire le besoin de développement d'infrastructures lourdes et puis réduire le trafic, la pollution, etc. Et puis, il y a un effet secondaire au télétravail, c'est finalement si ce déplacement domicile-travail évolue, ou n'a lieu que quelques fois dans la semaine, ou bien n'a même plus lieu du tout, à quel point les autres déplacements que nous pouvons faire dans la journée, c'est en moyenne, c'est entre 3,5 et 4 déplacements par personne et par jour en France, finalement, comment ces autres déplacements évoluent, c'est une grande question. Et puis, ce qui percute un petit peu les politiques telles que je les ai présentées avant de développement d'une mobilité multimodale, c'est que le transport collectif, où on considérait jusqu'à présent 4 personnes par mètre carré dans une capacité maximum, maintenant on est en train de parler de 4 mètres carrés par personne, donc c'est une division par 16 de la capacité des systèmes de transport collectif, ce qui met en péril leur équilibre financier, leur développement à l'avenir. Et là où le transport collectif devait être la colonne vertébrale d'un système de transport soutenable, finalement, le Covid attaque à la colonne vertébrale ce système, ce qui pose actuellement énormément de questions. Merci beaucoup, Julien. Vous nous avez ouvert un très vaste panorama. Je vais donc sans tarder passer la parole à Carlos, que malheureusement nous ne pourrons pas voir, mais que nous allons écouter religieusement. Merci beaucoup, Corinne. C'est toujours un plaisir. Moi, pour ce qui me concerne, de te voir. Malheureusement, on a un problème technique qui empêche donc l'activation des webcams sur cette webconférence. Donc, je suis désolé pour ces détails. Et donc, on va se contenter d'effectivement uniquement la voix. Et voilà, donc une radio avancée, on va dire. Donc, je vais m'exprimer effectivement une dizaine de minutes dans la continuité des propos tout à fait pertinents que vient d'avoir Julien Allaire, et je vais m'inscrire là où il s'est arrêté, donc dans la suite, et notamment pour cette question comment déplacer le centre de gravité et par rapport à la mobilité et les manières de l'effectuer dans une ville ou dans une ville urbaine qui se trouve confrontée par rapport à une problématique comme celle que nous traversons au niveau planétaire, la propagation virale du Covid-19, qui nous amène donc à pratiquer cette notion de distance physique ou de distance sanitaire, que, entre parenthèses, je m'oppose totalement à cette notion de distance sociale qui est extrêmement pénible puisqu'il s'agit d'une distance sanitaire et au contraire, au moment où nous avons plus besoin que jamais de maintenir le lien social. Donc, cette résilience qui fait objet de la thématique que Corinne et les cabinets donc développent dans ce webinaire, trouve son cas pratique, on va dire, aujourd'hui et dans la vie urbaine, avec cette question qui se pose et comment aujourd'hui vivre quand nous devons respecter une distance physique. Julien parlait donc de 4 mètres carrés et un linéaire, donc une distance de plutôt 2 mètres qu'un seul. Et comment est-ce compatible, comment est-ce possible avec une vie urbaine. Donc,
souvent, les réponses qu'on va apporter, ce sont des réponses techniques concernant la mobilité. Donc, on va avoir des mesures comme intensifier donc, les passages des rames par rapport au transport public, et neutraliser un siège sur deux dans les métros, et sur les quais, neutraliser un siège sur deux dans les lieux d'attente, et dans les bus également, mettre un certain nombre de fonctionnalités physiques, voilà. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ces genres de considérations qui sont de l'ordre de améliorer la fluidité. Et je vais m'attaquer plutôt à la question de fond, c'est-à-dire, pouvons-nous vivre aujourd'hui autrement en ville? Avant qu'il y ait cette notion de pandémie, et j'ai proposé, donc issu de mes travaux de recherche à la HERTI, dont j'assure la direction scientifique, et une thématique que j'ai résumée d'une manière un petit peu emblématique, on va dire, et autour d'une phrase, et qui a souvent été positionnée dans les conférences, dans les médias. Et je disais, donc déjà il y a pas mal de temps, et la meilleure mobilité urbaine, c'est l'immobilité. Donc, c'était pour moi une manière d'exprimer la question de fond urbaine. Pourquoi nous nous déplaçons? Quel est le but des déplacements que nous faisons dans la ville? Pourquoi une heure de transport de l'est à l'ouest? Je parle de Paris souvent, donc, puisque la ligne 1 du métro et la ligne A du RER est la plus fréquentée en Europe, à 1,2 million passagers par jour. Et donc, la question qui nous interpelle, et qui est déjà bien avant la crise pandémique, depuis 4-5 ans, j'ai travaille sur cette question-là, et sommes-nous obligés à subir la mobilité, et devons-nous continuer à être à ces mobilités, et donc obligés? À partir de quel moment pouvons-nous choisir la mobilité? Et je disais que souvent les réponses que nous apportons, c'est des réponses techniques. Comment aller plus vite et comment aller plus loin. Et je me disais que cette notion de déplacements dans lesquels on consomme facilement en moyenne, donc plus d'1 heure par jour, je parle de Paris, mais qu'on peut constater dans des grands centres urbains, Julien l'explicitait tout à l'heure, est corrélé avec la qualité de vie. C'est-à-dire que plus on a à faire ce type de déplacements, qui sont très consommateurs de temps, et souvent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, parce que soit il y a beaucoup de monde à les heures de pointe, comme on les appelle, et pour ceux qui font les choix à la voiture individuelle, très mauvais choix, parce que non seulement il vient aussi charger des voiries déjà très chargées, mais en plus provoquer tous les effets collatéraux des pollutions, pollution de l'air, émission de CO2, émission de NO2, et donc au renforcement des pics des maladies qu'autrement on appelle les grippales, qu'aujourd'hui on voit au niveau de coronavirus. Donc, la question de fond, c'est cette qualité de vie produite par cet temps de déplacement, et peut-on donc le transformer dans son questionnement, dans notre manière de vivre, dans notre manière de travailler. Et c'est pour ça que j'ai évoqué que la meilleure résilience que nous pouvons avoir par rapport à la ville, c'est mettre en question ces déplacements, mettre en question notre mode de vie, mettre en question nos modes de production et nos modes de consommation. Et quand je parlais en disant la meilleure mobilité, c'est l'immobilité, ça débouchait derrière sur un autre paradigme qui est la ville des courtes distances, qui est la ville des proximités, parce qu'il ne s'agit pas uniquement une question de temps de déplacement, mais il s'agit aussi d'une question de qualité de vie par rapport au temps, le temps utile. Je disais que la ville trépidante, et donc l'organisation sociale urbaine, la manière de travailler plus pour gagner plus, pour reprendre une fameuse formule, elle s'est traduite par le vol les plus éhontés qu'on a jamais eu de l'histoire moderne, qui est le vol du temps pour les urbains.
les urbains ont perdu la notion du temps, puisque le temps, effectivement, il est dilapidé pour ces déplacements qui sont obligés, et que donc le temps chronologique est venu étouffer la qualité du temps de vie, du temps de la créativité, du temps de la famille, du temps des voisins, du temps des amis et du temps de la vie intérieure. Je disais que les Grecs ont trois notions de temps: chronos, le temps linéaire; kairos, le temps de la créativité; et laion, le temps de la vie intérieure, de la vie spirituelle, de la vie intime. Et donc, en fait, le capitalisme, dans ses formes les plus exacerbées, a volé le temps de la créativité, a volé le temps de l'intimité, et nous a laissé avec les temps calendaires. Et ce temps de calendrier a été mis au profit tout simplement d'une organisation sociale suivie, hiérarchisée, et dans laquelle il faut absolument maximiser des temps de présence pour satisfaire souvent des velléités hiérarchiques, puisque nous vivons dans des économies de plus en plus servicielles. Et donc, on est contraint d'aller à des endroits dans lesquels c'est juste offert de la présence à la manière de la vie du XXe siècle. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on évoque cette notion de récupérer le temps, il y va de pair avec cette notion de récupérer de la distance, c'est-à-dire de ralentir cette notion de temps et espace, puisque la vitesse, ce n'est que le rapport entre le temps et l'espace, donc X sur T. Et c'est pour ça que la notion de la ville de proximité, la notion qu'on a rendue populaire avec le concept de ville du quart d'heure, est une notion dans laquelle on transforme la question de la mobilité pour la rendre visible au travers des mobilités, c'est-à-dire à la proximité, en se disant que les services urbains doivent être accessibles dans ces périmètres donc d'un quart d'heure, à pied ou en vélo, et donc on vient radicalement désengorger donc la manière traditionnelle de se déplacer en ville. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question: quels sont les services les plus importants pour les urbains qui apportent sa résilience, c'est-à-dire sa continuité de service, quelle que soit la crise que nous vivons? Et donc, dans nos travaux, nous avons évoqué 6 grands services sociaux urbains qui sont les logements, le travail, les approvisionnements, la santé, et l'éducation et les loisirs. Et c'est autour de ces 6 fonctions sociales urbaines que nous pouvons réorganiser la vie urbaine si nous quittons le paradigme de la ville segmentée, de la ville spécialisée, de la ville spatialisée, au profit des villes polycentriques, des villes multicentriques, des villes multipolaires, des villes maillées, dans lesquelles on a des ensembles de vies, des quarts d'heure, qui nous permettent d'accéder dans un rayon de proximité par des mobilités actives à pied ou à vélo, à un quart d'heure de chez soi, à ces 6 fonctions sociales urbaines. Et souvent, on me disait, mais ça sera très compliqué par rapport au travail parce qu'on sera toujours obligé de se déplacer très loin et ça ne dépend pas de nous. Et cette crise de Covid-19 a obligé à des millions de Français et également dans toute la planète, à des milliards de gens, en quelques heures, à se reconfigurer, puisque le télétravail, c'est devenu une espèce de norme, dans des conditions extrêmement dures, parce que c'est le télétravail chez soi, qui n'est pas non plus la forme la plus agréable de faire du télétravail. Et donc, finalement, on se retrouve aujourd'hui avec des retours d'expérience à dire que c'était possible de ne pas aller tous les jours au bureau, que c'était possible de rendre son travail et donc par le numérique, que c'était possible de faire un certain nombre d'opérations donc à distance, que nos collègues nous manquent aussi et que donc on a envie de les retrouver, mais qu'on a pris du temps aussi pour être avec sa famille, donc de manière souvent forcée, etc. Donc, je pense que cette crise de coronavirus, en termes de résilience par rapport à la ville et par rapport à la vie urbaine, nous amène quelque chose de nouveau qui est la mise en valeur de cette ville des proximités. Et on voit que la notion du temps a repris de la valeur dans le sens de la qualité de vie, et que par rapport à ce qui va suivre donc dans notre vie, et le fait de réaménager la proximité, de faire que les rues soient végétalisées, qu'elles ne soient pas pour les voitures, qu'on les aménage pour les vélos, qu'on recrée de commerces de proximité, qu'on recrée des centres de santé de proximité, qu'on puisse accéder donc à des services pour les seniors, qu'on puisse prendre soin des voisins, qu'on découvre les voisins. Cette crise a permis aux gens, sans se déplacer, de découvrir leurs voisins au balcon à 20 h,
les gens découvraient que la voisine d'en dessous jouait du piano, que le monsieur d'en face, il chante très bien, que le gosse, il parle anglais ou il parle chinois, et que donc la voisine d'à côté, elle fait partie d'une chorale, et les gens découvrent leur voisinage dans une ville dans laquelle ce sont l'anonymat et la règle. Parce que les gens, donc, ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir, ils s'occupent de leurs activités. Et donc, cette espèce de soudaine découverte à 20 heures, la fête des balcons, et question pour 1000 balcons, etc., a créé une notion donc de lien social extrêmement fabuleux dont nous devons nous en occuper de les garder. Et tout ça, donc à deux pas de chez soi. Donc on voit que cette notion du maillage des proximités, de la distance ramenée à la qualité des vies, du temps devenu utile, de la possibilité de télétravailler, c'est-à-dire de réorganiser le travail, c'est-à-dire de pouvoir accéder à courte distance à des lieux, des hubs sur lesquels on puisse, ou tout simplement de décaler sa présence au bureau, de ne pas tous arriver au même temps, etc., permet de créer des nouvelles formes donc, de résilience dans la ville que j'espère donc seront durables. On voit que dans les jours qui viennent, avec des déconfinements, nous avons affaire à des choix très importants. Soit on considère qu'on est en danger dans le transport public et on préfère sa voiture en croyant qu'en étant dans sa voiture, on est en sécurité. Et à ce moment-là, on retombe dans les travers d'un monde qui ne pourra conduire qu'aux mêmes conséquences. Être dans sa voiture, déjà, ce n'est pas une notion de sécurité, parce que nous allons polluer, comme le disait Corinne tout à l'heure, avec les CO2 et les NO2. Et on a démontré dans cette crise également en Chine, en Italie, en France, aux États-Unis, que les NO2, que les particules fines PM2,5 et 1 sont des agrégateurs du coronavirus et que donc en augmentant la pollution, on augmentera donc les risques de propagation du coronavirus. Donc on conduira au même résultat. Et deux, l'air de l'habitacle d'une voiture n'est pas moins pollué que l'extérieur, si ce n'est pas plus. Et trois, on va donc être dans les mêmes travers de ce que nous avions avant. Donc, nous avons à nous confronter aujourd'hui à la vraie question qui se pose sur la résilience, dans quelle ville nous voulons vivre. Et soit nous voulons vivre dans une ville des proximités, des voisinages, d'entraide, reconfigurer notre organisation urbaine, aller vers donc la proximité, les vélos, la marche à pied, et utiliser donc de moyens de transport qui soient économes en CO2, et rétisser les liens sociaux et les liens de vie autrement, soit nous retomberons dans ce qu'on a vécu avant, et dans 6 mois, ou peut-être moins, avant, on sera de nouveau reconfiné parce que les mêmes causes ne produisent que les mêmes effets. Voilà, j'ai dépassé mes 10 minutes, donc… C'est pas grave, c'était passionnant. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions. Alors, première question, je pense qu'elle est pour Julien. 1h20 de temps moyen à se déplacer, ou cela à Paris ou en Île-de-France ou à Los Angeles. Il serait intéressant d'avoir les deux chiffres, car Los Angeles est un cas extrême en ce qui concerne l'automobile. Julien, à moins que Carlos veuille aussi répondre, il n'y a pas de problème. On ne vous entend pas. On n'entend pas, Julien. Excusez-moi, je connais le chiffre pour Paris, pas pour Los Angeles. À Paris, on est maintenant passé à 1h30 de déplacement en moyenne par personne par jour dans la région Île-de-France. C'est 15 minutes de plus qu'il y a 40 ans. On pourrait dire que les choses évoluent lentement, mais c'est quand même 15 minutes de plus dans notre journée qui est consacrée à se déplacer. Mais ce qui est le plus problématique, à mon sens, c'est que 20% des Franciliens se déplacent plus de 2 heures par jour. Et en fait, les agglomérations qui se développent sur ce modèle de développement toujours croissant de la mobilité, notamment pour fuir des prix du foncier élevés, et c'est le cas à Los Angeles de la même manière, en fait, on a une discrimination qui se fait à travers des choix de localisation territoriale des ménages et évidemment les lieux de travail. Alors, question numéro 2, transport collectif de masse. Là est parfait, mais en ces temps de pandémie, de problèmes aigus de distanciation, n'a-t-il pas lieu de réfléchir à de l'individuel, d'où un exemple vélo? Y a-t-il un shift de déplacement, d'accent à envisager?
Encore une réponse courte, je pense que je l'ai évoqué dans la suite de mon intervention. La réponse est oui, le vélo a un potentiel énorme qui a souvent été négligé malheureusement par les élus locaux. Toutefois, la dernière génération de PDU, avant même les épisodes de grève, de Covid, etc., affichait des perspectives de croissance de la part modale vélo vraiment importantes dans certaines agglomérations, à Strasbourg bien sûr, mais aussi à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Lille. Et donc, il y a une vraie perspective. Et c'est vraiment ce que l'on considère comme le mode qui a le plus à gagner dans les années à venir, à juste titre. Merci. Carlos, tu veux rajouter quelque chose sur cette question? Oui, juste le fait que aujourd'hui, la multimodalité restera quelque chose de fondamental dans les villes, c'est-à-dire que le vélo, ça nous permet d'accéder donc aux mobilités on va dire une demi-heure. Les transports en commun restera donc un élément toujours important, que ce soit les tramways ou le métro, il fera toujours partie de notre vie urbaine. La question, c'est maintenant comment l'utiliser correctement dans ces temps de coronavirus. Et juste pour dire que c'est un appel aussi à la responsabilité individuelle. Donc, ça dépend beaucoup de chacun de nous, de notre comportement par rapport à une coexistence avec le virus qui va être de longue haleine. Il n'y aura pas une solution structurelle technologique. C'est beaucoup la partie comportementale de chacun de nous qui va jouer. Très bien, merci. Question suivante. Comment concilier efficacement règles sanitaires et liens sociaux quand les pouvoirs publics privilégient le télétravail? Alors, je veux bien répondre, mais je suis sûr que Carlos aussi aura Moi, je pense que la notion de télétravail, elle paraît très moderne, mais historiquement, tous les artisans travaillaient sur leur lieu de résidence. En fait, le fait de travailler à domicile n'est pas du tout nouveau et au contraire, c'est peut-être quelque chose qui nous ramène à un monde pré-industriel. Et puis, c'est justement dans d'autres relations sociales, des relations de quartier, des relations associatives, des liens de solidarité nouveaux à créer, qu'on peut avoir cette sociabilité dont on a besoin. Et deuxièmement, Carlos Moreno l'évoquait, le télétravail peut se faire aussi en dehors du domicile. C'est généralement ce qui était préconisé avec les espaces de coworking. Et c'est un vrai potentiel pour avoir des relations sociales professionnelles dans des lieux qui, du coup, respecteraient bien sûr les mesures d'hygiène si elles sont maintenues comme elles sont évoquées actuellement. Carlos, tu veux rajouter quelque chose? Oui, absolument. Oui, absolument. C'est très important ce qu'il a dit Julien, et je l'ai dit vraiment fort. Le télétravail, c'est pas le travail chez soi. Donc, je déconseille par ailleurs le travail chez soi. Là, on est obligé en confinement. Mais les liens sociaux, la sociabilité est très important. Il faut séparer les espaces. Donc, quand j'ai parlé le temps calendaire, le temps de créativité, le temps de l'intimité, il faut l'appliquer aussi au travail. Donc, le télétravail, œuvre dans ce sens-là, c'est d'avoir à proximité ce qu'on appelle des hubs, des centres de travail. On le voit aujourd'hui dans des nouveaux business models qui apparaissent avec des diverses offres, WeWork et Nextdoor et autres, dans lesquels on crée des nœuds, on crée des hubs dans lesquels même des grandes sociétés offrent des conditions équivalentes à celles qu'il y a dans un bureau, mais tout simplement dans un lieu collectif ou à distance, on est connecté, mais chacun en toute sécurité par rapport à son environnement de travail. Donc, au télétravail, ce n'est pas le travail chez soi, mais télétravail, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, donc travailler pas tous les jours au bureau, donc qu'à quelques moments. C'est aussi décaler les horaires des présences. Voilà. Donc, c'est une nouvelle organisation du travail qui est avant tout à mettre en place. Et ce n'est pas uniquement l'isolement, c'est au contraire revoir l'ensemble des liens sociaux et des liens professionnels pour trouver une nouvelle organisation sociale urbaine, qui je pense est le fond de cette crise.
c'est une nouvelle organisation sociale urbaine pour vivre autrement. Alors, si je peux rajouter un petit mot sur cette question, qui est un angle juridique, c'est la question de la responsabilité. Vous avez bien vu le bras de fer là, qui est en train de se faire entre les maires et l'État sur la question de la responsabilité pénale ou administrative. Enfin, ce qui intéresse les personnes physiques, c'est la responsabilité pénale en cas d'ouverture des écoles et de maladie d'un maître ou d'un professeur et d'un élève. Qui est responsable? Et donc, les maires voulaient avoir une espèce d'exonération de responsabilité. L'État leur a dit, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que si les maires ne sont pas responsables, ça veut dire que c'est l'État qui l'est, ça veut dire qu'il ne le sera pas, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas de toute façon. L'État ou le ministre ou le préfet, enfin l'autorité étatique qui a pris la décision d'obliger quelque part à ouvrir l'école, alors que le maire dit moi je ne suis pas en état de répondre à toutes les obligations que vous mettez à ma charge. Donc on voit bien que la question de la responsabilité, qui est ici de nature pénale, parce qu'il peut y avoir une mise en danger délibérée d'autrui, éventuellement, est tout à fait importante et elle l'est également au niveau du chef d'entreprise. Donc, je pense que les questions de responsabilité, nous travaillons beaucoup sur ces sujets actuellement, on y réfléchit beaucoup au cabinet, ces questions de responsabilité vont être extrêmement importantes pour voir comment les choses vont se mettre en place parce qu'elles vont également impacter les décisions qui sont prises. Vous voyez bien que si un chef d'entreprise est déclaré responsable du fait qu'un de ses salariés a contracté le Covid-19 parce qu'il a rouvert, parce qu'on lui a dit on déconfine, qu'est-ce qui se passe? La même chose pour un maire, pour une école, et quid pour la RATP? Parce qu'on voit bien la réticence des transporteurs publics qui disent mais vous nous imposez quelque chose qui est très difficile à faire. Alors on a des belles images à la télé où on nous montre les gens qui vont aller les uns derrière les autres, mais on sait bien que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou alors, si ça se passe, il faut un policier derrière chaque employé de la RATP pour obliger les gens à rester en file indienne et ne pas laisser rentrer dans le métro lorsque les files indiennes sont pleines. Enfin, c'est des organisations qui deviennent quand même extrêmement compliquées. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est pas à très court terme ces sujets-là, mais la manière dont les juges vont traiter le problème aura une incidence non négligeable sur l'évolution de toutes ces règles. Alors, je passe à la question suivante. Monsieur Allaire parlait à juste titre de développement du télétravail. Par ailleurs, on invoque la nécessité d'une relocalisation industrielle afin de raccourcir les chaînes d'approvisionnement, même si cela reste souvent du registre du vœu pieux. Or, alors j'arrive pas à voir la fin de la question. Voilà. Alors, certaines activités ne sont pas compatibles avec le télétravail. En fait, c'est un fait. Il ne faut pas, en effet, qu'on ait une lecture uniquement vue par les cols blancs qui ont cette capacité de télétravailler. Ce n'est pas la seule solution. Le télétravail, qui a l'avantage donc de réduire les déplacements en heures de pointe. On y reviendra parce que même je peux traiter la question suivante en même temps. C'est vrai que lisser les heures de pointe en décalant l'ouverture des bureaux, etc., ou bien en faisant du télétravail un jour sur deux, etc., ce sont des solutions qui permettent du coup de désengorger le réseau de transport collectif comme le réseau de voirie finalement. Mais tout le monde ne peut pas télétravailler, j'aurais envie de dire heureusement, tout le monde ne veut pas non plus télétravailler. Donc, les réseaux de transport doivent avant tout, dans la situation de crise que nous connaissons, être destinés aux personnes travaillant dans les secteurs les plus vitaux et qui ont besoin de se déplacer. Et en même temps, on a besoin de repenser complètement la production, ou du moins c'est l'occasion de le faire. En fait, juste une notion pour moi qui est essentielle, c'est que quand on parle de mobilité quotidienne, en fait, on parle d'une variable d'ajustement. Il y a d'autres mobilités qui peuvent être prises en compte, notamment la mobilité résidentielle, mais également la mobilité professionnelle. Et en fait, le fait d'avoir
en France, beaucoup de gens propriétaires de leur logement réduit la mobilité résidentielle et donc accentue le fait d'avoir des déplacements longue distance. Le fait d'avoir des salariés qui sont très compétents, mais uniquement dans un domaine, ce manque de polyvalence empêche également de trouver des emplois peut-être plus près de chez soi. Et là, il y a un gros enjeu, à mon sens, à sortir aussi, et c'est, je crois, ce que nous faisons avec Carlos depuis tout à l'heure, à sortir du simple champ de la mobilité urbaine pour essayer de voir où sont les solutions dans l'organisation économique de la ville et dans l'organisation de la vie sociale. Absolument, je partage pleinement. Question que je vais poser à la cantonade et qui permettra de faire un petit mot de conclusion pour chacun. La SNCF rejette la responsabilité du respect des règles sanitaires sur les entreprises, télétravail, horaires décalés. Comment dans ce contexte valoriser les transports collectifs au détriment de la voiture individuelle? Carlos, tu as un peu abordé la question tout à l'heure. Je pense que vous avez aussi une réponse et je me permettrai de conclure. Vas-y, Julien. En fait, peut-être, moi j'aurais deux messages. La loi, justement, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoyait les plans de déplacement d'entreprise. Ça fait partie des outils qui n'ont jamais été contraignants pour essayer d'impliquer l'employeur, qui est pourtant responsable de tout accident réalisé dans le cadre du déplacement domicile-travail de ses salariés, dans l'organisation des déplacements des salariés. Il y a eu des bonnes volontés, il y a eu des initiatives qui ont été portées, parfois par les CCI, parfois par les collectivités locales, mais finalement, c'est un outil qui est un peu désuet, peut-être, et qui, en tout cas, mériterait, dans ce contexte-là, d'être repris pour étudier, en effet, pour l'employeur, avec les partenaires sociaux, les personnes qui peuvent télétravailler quand, les personnes qui peuvent décaler leurs horaires, les personnes qui ont besoin peut-être de changer de mode de transport pour des questions sanitaires, etc. Et là, il y a un énorme sujet pour, je pense, les semaines, les mois à venir pour réussir à impliquer les employeurs et les employés dans une vision globale de la mobilité. Et peut-être pour conclure, après je laisserai la parole à Carlos, ce que je voulais souligner dans la loi L'Homme, c'est que c'est peut-être la première fois que là où l'appareil législatif français donne vraiment beaucoup de responsabilités au territoire sur l'organisation de la mobilité et la gestion de la ville, jusqu'à présent, cette approche territoriale se retrouvait confrontée à des problèmes d'ordre industriel. En fait, la politique de l'État, notamment en termes de promotion de l'acquisition de véhicules individuels pour des questions de croissance économique, allait à l'encontre de la politique de mobilité urbaine des territoires. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays. Et en fait, on est là dans un paradoxe total. Là, la politique du moins la loi sur les mobilités tend vers, en 2040, la fin des véhicules thermiques. Ce qu'on pourrait juger tard, vu l'urgence climatique, mais c'est au moins le début d'un lien entre politique industrielle et politique territoriale. Il y a eu des maires qui se sont engagés pour sortir du diesel, etc. Ça a fait un électrochoc, mais c'est pour moi un des éléments clés il faut qu'on change le véhicule qui est devenu le véhicule dominant depuis des décennies. Oui, je voudrais rajouter, par rapport à ce qu'a dit Julien, le fait qu'il faut voir la problématique au-delà de la responsabilité du respect des règles. Et Corinne va certainement l'évoquer, puisqu'elle elle nous rappelle toujours l'importance du droit par rapport à des situations dans lesquelles nous sommes soumis à des profonds changements comportementaux. Et je vais insister là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait un regard systémique sur la mobilité et notamment sur la démobilité. Il
faut un regard systémique qui doit nous obliger à regarder à 180 degrés sur la panoplie des moyens que nous avons à notre disposition pour nous déplacer ou pour ne pas nous déplacer. Pour être mobile de plusieurs heures, ou pour être immobile, ou pour être juste en déplacement de quelques minutes. Et aujourd'hui, il faut donc qu'à l'égard de cet ensemble des moyens, nous soyons en capacité d'organiser dans le temps notre manière, une manière nouvelle de fonctionner. Quand on dit que Air France, l'État bien à son secours un important, des moyens financiers très importants, et que pour les SNCF, on verra plus tard, moi, ça me dérange parce qu'il n'y a pas une vision systémique. Quand on sait qu'il y a des déplacements en avion pour des villes qui ont pu y accéder, donc par 2 heures de transport par les trains, il n'y a pas de photo. Donc, ces déplacements en avion, ils n'ont plus raison d'être dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et quand on dit qu'on doit privilégier donc des déplacements effectivement des moins de 2 heures par les trains, et effectivement il faut les faire dans des conditions nouvelles, dans lesquelles voilà, on ne peut pas être collés les uns par rapport aux autres. Et c'est valable pour le métro, pour les tramways. Donc c'est une vision beaucoup plus globale que nous devons avoir, et nous souffrons beaucoup de quelque chose qui est souvent très normative ou très étatique. Je pense que le temps des territoires est arrivé. Je pense que c'est l'heure de la décentralisation administrative, territoriale. C'est l'heure de donner des responsabilités aux maires qui voudraient donc s'impliquer davantage pour cette territorialité qui demande de nouvelles manières d'approcher la manière de construire des solutions. Quand on voit que le déconfinement qui va marquer profondément la manière comme nous allons vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et il faut se battre pour que les maires aient le droit à la parole, pour que les données soient accessibles en région, pour que les données soient accessibles donc aux maires. Et voilà, donc je pense que la valorisation du transport collectif qui est évoquée dans cette question-là, par rapport à la voiture individuelle, elle n'est pas une question de droit ou de respect des règles, c'est une question de choix de mode de vie, des choix de fonctionnement par rapport à la planète, de notre survie en fait, donc territoriale à moyen terme, parce que tout simplement, cette crise nous montre qu'on ne peut pas vivre comme on vivait avant, quelle qu'elle soit la règle, le droit. Je pense que Corinne va nous dire davantage sur la partie droit, qui ne sont pas du tout légitime, mais c'est le moment aussi de secouer le cocotier. Effectivement, Nicolas Hulot a lancé un manifeste ce matin pour dire le temps est venu, et je partage, le temps est venu de secouer beaucoup de choses. Merci Carlos, je partage totalement ce que tu viens de dire. Le temps effectivement est venu. La décentralisation est quelque chose d'absolument essentiel et on ne peut pas en même temps demander aux maires de prendre des responsabilités, de leur mettre des choses sur le dos et dans le même temps considérer qu'ils sont incompétents pour prendre des mesures de protection de leur population comme on le voit depuis des mois, puisque j'ai l'honneur de défendre un certain nombre d'entre eux qui ont pris des arrêtés pour protéger les riverains contre les pesticides ou qui ont pris d'autres mesures, et on leur dit vous êtes totalement incompétents. Donc déjà, il faudrait s'entendre. Et je crois que le temps de la décentralisation est venu, aussi de la réflexion des chefs d'entreprise entre ce qui est indispensable et ce qui est aussi possible financièrement pour eux. Je suis comme toi, je me suis élevée contre ces 7 milliards donnés à Air France sans aucune contrepartie pour relancer des vols intérieurs qui sont totalement inutiles puisque ça fait des années qu'on fait des efforts et des investissements pour permettre le développement des TGV, LGV et autres pour les gens qui ont besoin d'aller à Marseille, à Bordeaux, à Nantes ou à Strasbourg, ou de relancer l'avion parce qu'il faut qu'Air France travaille, c'est une absurdité. Il faudrait mieux aider Air France effectivement à se transformer ou à investir dans des avions qui soient plus propres, organisés de manière différente. Je ne sais pas. Alors derrière, il y a bien sûr un problème social parce que derrière, il y a des milliers d'emplois. On fait quoi de tous ces gens? Et c'est pour ça qu'il faut une approche systémique. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut toujours
avoir présent à l'esprit ce qui est possible pour l'individu, ce qui est possible pour l'entreprise, ce qui est possible pour la collectivité, en donnant des responsabilités qui sont le pendant des compétences. On ne peut pas donner à des gens des responsabilités si on ne leur donne pas les compétences et les moyens qui vont avec. Ça ne marche pas, ça ne le fait pas. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faut abandonner l'État jacobin qui, franchement, n'a pas brillé par sa compétence. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, ce n'est pas le lieu, mais très franchement, on ne peut pas dire qu'on a été excessivement brillant par rapport à nos voisins, et on voit que des pays décentralisés comme l'Allemagne, avec les Länder, effectivement, ont eu des politiques différenciées, niées chez nous, mais qui ont montré leur efficacité. Donc le temps d'une autre organisation est incontestablement venu, mais en ayant toujours présent à l'esprit ce qui est possible effectivement de faire. Ce champ des possibles s'étant considérablement élargi, parce qu'on voit qu'on n'avait pas d'argent pour faire de la décentralisation, de faire des énergies renouvelables ou de l'agriculture bio, et là on a 100 milliards on ne sait pas d'où il vient et en combien de temps on va les amortir, qui vont aller un peu partout. Donc tout ça n'est pas très raisonnable en réalité, et je partage ton point de vue. Ce qui va être fait dans les semaines et les mois qui viennent est absolument essentiel, et je pense que nous avons chacun d'entre nous notre part à jouer, entreprises, collectivités locales, organisations non gouvernementales aussi, qui sont des organisations qui sont très importantes pour aiguiller et aiguillonner les autres acteurs, et puis bien sûr l'État. Voilà, il me reste à vous remercier, les intervenants, les participants. Merci pour vos questions. Alors, je vous remercie de bien vouloir remplir le questionnaire de satisfaction qui nous permet d'améliorer nos webinaires. Je vous rappelle que nous faisons un compte-rendu écrit de ces webinaires que vous pouvez trouver sur notre site, et également notre chaîne YouTube permet de revoir en replay nos différents webinaires. Je rappelle également que vous trouverez sur le site un document fait par le cabinet, par Christian Huglot, sur la question du droit des transports au regard du développement durable. Et je vous rappelle nos prochains webinaires demain sur la question de la prévention, qui est vraiment un sujet majeur dans les mois qui viennent et les semaines qui viennent, sur la prévention pour permettre l'adaptation, avec Alain Grimfeld, Gérard Skinazi et le président du Synabio. Et la semaine prochaine, le 13, nous continuerons sur la ville avec la construction durable, avec Christian Brodag et le président de l'Office de l'immobilier durable. Voilà, merci de votre présence, merci de votre participation, merci de la qualité de vos interventions et de la qualité des questions que nous avons eues. Très bonne journée à tous, protégez-vous bien. Merci à toi, Corinne, merci beaucoup, et Merci, à bientôt, et merci Julien, un plaisir de te revoir. Merci. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.